Je vais commencer mon discours tout de même par la gravité du moment. La gravité du moment et l'obligation que nous avons tous à être des ambassadeurs de la paix. Il y a des générations différentes dans cette salle, des plus jeunes mais aussi des plus anciens, qui espéraient que nous ne revivions pas les moments terribles du siècle dernier. Et pourtant, soyons lucides. La roue de l'histoire s'est remise à tourner dans un sens qui peut produire des choses terribles dans les années qui viennent. La guerre est devenue une réalité concrète qui frappe des centaines de millions de gens à travers le monde. Il y a au moins 12 conflits majeurs actuellement sur la planète et 100 millions de personnes qui doivent quitter leur terre en raison de ces conflits. Nous ne pouvons nous réunir sans avoir une pensée particulière, bien sûr, pour le drame terrible qui se déroule actuellement à Gaza. Soyons clairs. Depuis trop longtemps, le droit international n'est pas respecté. La paix est une construction politique qui exige le respect du droit international. Deuxièmement, il va de soi que l'idée que je me fais des droits du peuple palestinien, qui est une exigence, ne peut aller de pair avec quelconque soutien des massacres qui ont eu lieu le 7 octobre. Il va de soi que j'exige que le martyre des 254 otages et des 43 Français cesse le plus vite possible. Mais je ne peux accepter, en raison de l'idée que je me fais de l'humanité, que 24 000 personnes aient perdu la vie en raison d'un châtiment injuste qui leur est infligé actuellement par l'armée israélienne. Des crimes de guerre indiscutablement sont commis. Le droit international doit être respecté. Des sanctions doivent avoir lieu. L'exigence d'un cessez-le-feu, me semble-t-il, est portée par l'ensemble des peuples du monde et en particulier par le peuple français et par vous tous ici. Je n'oublie pas aussi la guerre en Ukraine, engagée depuis février 2022. L'agresseur russe qui doit quitter le territoire ukrainien. Les près de 300 000 morts, nous dit-on, qui ont eu lieu. Ce conflit doit cesser. Un autre conflit aussi vient à notre connaissance alors qu'il est engagé depuis 2014, la guerre au Yémen. La guerre au Yémen. On estime qu'il y a peut-être depuis 2014 près de 400 000 personnes qui ont perdu la vie dans ce conflit. Et peut-être, nous dit les Nations Unies, près de 12 millions d'enfants qui sont en danger de mort. Je suis intervenu plusieurs fois à l'Assemblée nationale ces dernières années sur ce conflit, car il semble documenté que la France vend des armes dans la guerre au Yémen, en particulier aux Émirats arabes unis, et que cela aussi doit cesser car cela ne me semble pas conforme avec le respect du droit international. La paix est une construction politique. Les violents doivent cesser de parler. Les armes doivent aussi cesser de fonctionner. Les populations civiles ne peuvent être châtiées tel que c'est le cas. Depuis 2017, en particulier depuis l'élection d'Emmanuel Macron, 7 ans de malheur, un septennat entier de difficultés auxquelles a été confronté le peuple français. C'est le moment de rentrer, si possible, dans les détails de ces 7 années de grandes difficultés auxquelles notre pays est confronté. Récemment, à l'occasion de ses vœux, vous savez, la cérémonie traditionnelle du 31 décembre, le président de la République a considéré que parmi les tâches qui se donnaient après ces 7 années, désormais, c'était de participer au réarmement de la France. Vocabulaire guerrier que je goûte peu, mais il l'a répété 7 fois, le réarmement. Et puis à l'occasion d'une immense conférence de presse, dans un style prétendument gaullien, vous avez peut-être assisté à ça, de près de 2h15, 2h30, il a également repris ce vocabulaire. Alors je disais réarmement, c'est son vocabulaire. Eh bien j'affirme ici que, contrairement à ce que dit Emmanuel Macron, sa politique n'est pas une politique de réarmement, mais bel et bien une politique de désarmement. Désarmement. Ils ont affaibli le code du travail pour faciliter les licenciements. Ils ont remis en cause les droits de l'assurance chômage.
qu'il faut qu'aujourd'hui 41% des bénéficiaires de l'assurance chômage ont vu leurs droits baisser de près de 16%. Près aujourd'hui de 300 000 personnes ne bénéficient plus d'aucun droit. Ils ont affaibli la législation, notamment qui permettait le départ à la retraite à 62 ans en le faisant passer à 64 ans. Ils ont affaibli tous les outils, notamment de redistribution à travers les systèmes fiscaux et de l'impôt, en supprimant l'ISF. Ils ont affaibli concrètement nos services publics, en faisant en sorte que l'année dernière, vous le savez, c'est encore près de 67 000 lits d'hôpitaux qui ont été supprimés. Nos urgences, aujourd'hui, sont dans une situation où cet été, c'était près d'un service sur 4 qui était fermé. Tout cela est l'effet concret de politique. Ça n'est pas des règles naturelles que nous ne pourrions pas maîtriser qui amènent le creusement de ces injustices. Nous devons constater que la pauvreté, contrairement à la promesse qui avait été faite en 2017 par Emmanuel Macron, s'est aggravée. Si Yvette et Catherine ont pris la parole, c'est qu'afin que cette pauvreté, trop souvent invisibilisée par le discours médiatique ambiant, ou même parfois par les gens eux-mêmes concernés, qui par dignité tout simplement, ne veulent pas afficher les difficultés dans lesquelles ils sont. Et pourtant, 9,2 millions de personnes, 9,2 millions de nos concitoyens vivent actuellement sous le seuil de pauvreté, dans la 7e puissance mondiale. Ça, c'est une réalité concrète de la politique menée par Emmanuel Macron. En même temps que ces 9,2 millions de personnes qui sont passées sous le seuil de pauvreté, et depuis 2017, concrètement, 550 000 personnes, un demi-million de plus de personnes ont basculé dans la pauvreté. Il y a actuellement 5 personnes, 5 milliardaires français qui possèdent autant que 27 millions d'entre nous, les 27 millions les plus modestes. 5 personnes égale 27 millions. Ça, c'est un bilan très concret de la politique d'Emmanuel Macron. Les revenus versés aux actionnaires du CAC 40 ont augmenté en seulement 20 ans de 350%, alors que l'inflation a augmenté de 35%. La précarité étudiante, j'évoquais tout à l'heure la jeunesse, a augmenté de 25%. Le SMIC, le nombre de salariés au SMIC, seulement entre 2021 et 2023, est passé de 12% des salariés qui étaient au SMIC en 2021, ils sont aujourd'hui 17%. Tout ça est le fruit d'une politique. C'est le fruit d'une volonté portée par cet homme devenu président de la République, Emmanuel Macron, considérant qu'il y avait dans ce modèle-là, dit de Startup Nation, une libération des énergies, qui n'a fait qu'en vérité affaiblir, désarmer toute cette législation sociale qui avait été mise en place. C'est dans ce terreau d'inégalité, conforme aux vieilles ruses de l'histoire, que se développent généralement deux alternatives. Une, c'est celle que nous portons, que je porte, que vous portez, qui consiste à dire que dans un tel moment d'inégalité, il est temps de trouver le moyen de mieux partager les richesses pour collectivement vivre mieux. Et il y a ceux, ils ont eu des noms différents à travers l'histoire, mais c'est toujours la même ruse, toujours le même discours. Par moments, c'est telle partie de la population qui est visée, puis un demi-siècle plus tard, ça n'est une autre. Mais c'est toujours la même ruse de l'histoire. Ceux qui considèrent que le problème n'est pas l'insolente inégalité des richesses, mais c'est l'étranger, mais c'est celui qui n'a pas la conviction spirituelle qui est conforme au grand nombre, c'est celui qui a une couleur de peau différente. L'extrême droite a une fonction politique qui est celle d'éviter que le peuple se rassemble pour exiger plus de justice sociale. L'extrême droite a pour ambition à tout moment d'aider les puissants à rester en place en divisant le peuple autour de questions secondaires. Plus rien ne reviendra comme avant. Le paysage politique que nous avons connu avant 2007 ne reviendra pas à la normale. Nous sommes aujourd'hui engagés dans un moment où une tension politique traverse la société et devra se dénouer, je dirais même brutalement, radicalement d'une manière ou d'une autre dans les années qui viennent. 3 pôles politiques sont dans une grande dynamique, et hélas, pas tout à fait tous dans la même dynamique. D'un côté, ce dont le macronisme est le nom. Récemment, les économistes Thomas Piketty et Julia Cagé disaient que le vote macroniste n'a jamais été autant, d'un point de vue sociologique, un vote bourgeois.
Il rassemble tous ceux qui ont une certaine réussite sociale, la mondialisation heureuse. Jamais ils ont autant voté pour le même candidat. Jusqu'à présent, ils étaient parfois émiettés dans différentes représentations politiques. Et puis, il y a ensuite un pôle dynamique, en progression, celui de l'extrême droite, et en particulier du Rassemblement national. L'extrême droite progresse, et pour la première fois sans doute dans l'histoire de notre pays, au moins depuis 1945, la possibilité que l'extrême droite l'emporte à la prochaine élection présidentielle est une réalité politique. Si la dynamique reste à peu près la même de progression, et si à nouveau un candidat d'extrême droite se retrouve à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, il est possible mécaniquement que l'extrême droite l'emporte. Chacune de nos actions doit aujourd'hui, me semble-t-il, être guidée par la compréhension de la gravité du moment de la part de notre président de la République actuel, qui, élu le 24 avril 2022, pour la deuxième fois, avait dit, remerciant ceux qui avaient voté pour lui, face à Marine Le Pen, « Ce vote m'oblige », je le cite de mémoire. Je sais que nombre de ceux qui ont voté pour moi n'ont pas voté pour mes idées, mais pour faire barrage à l'extrême droite. Voilà ce qu'il déclarait le 24 avril 2022. Nous pensions, vous et moi, que ce vote m'oblige. Cela signifiait sans doute qu'il avait compris que beaucoup de gens qui avaient utilisé le bulletin de vote avec son nom l'avaient fait pour un barrage et souhaitaient qu'il soit un combattant contre les idées d'extrême droite. Je dois avouer que, juste avant les vacances des fêtes de Noël, l'adoption de la loi immigration fut quelque chose d'assez sidérant, stupéfiant et, disons-le, inquiétant. Vous avez vu, et j'ai eu hélas le terrible privilège de le voir physiquement dans la même salle, une majorité se créer de députés qui sont encore des soutiens du président Macron, faire alliance avec les députés du Rassemblement national pour faire adopter une loi immigration absolument inacceptable, intolérable, blessante, une loi idéologique dont la seule ambition en vérité est de multiplier les tracas envers les étrangers qui nous font l'honneur de vivre parmi nous, en voulant les désigner comme les responsables de tous les problèmes. Les conséquences concrètes de cette loi feront basculer près de 110 000 personnes sous le seuil de pauvreté, et notamment 30 000 enfants. Parmi les tâches que nous avons, c'est aussi de mener une bataille idéologique, culturelle, contre le discours qui se développe actuellement dans notre pays, à la fois porté par des formations politiques, mais aussi par de puissants outils idéologiques. J'évoquais tout à l'heure, jouer à l'ORTF, à l'heure des médias Bolloré, c'est particulièrement dangereux, en particulier là-dessus. Il est évidemment préoccupant que 80% des médias soient la propriété de 9 personnes différentes. Et il est particulièrement inquiétant, notamment, qu'il y ait aujourd'hui une concentration de médias qui soit la propriété de cet homme, M. Bolloré, qui semble être engagé dans une croisade idéologique qui vise à banaliser, à généraliser, à populariser des idées d'extrême droite. L'inflation est là, les prix augmentent. M. Le Maire avait promis en septembre qu'il est hors de question, disait-il, qu'il y ait augmentation des tarifs de l'énergie de près de 10%. Il en était sûr, Bruno. Vous êtes au courant que le 1er février, les tarifs de l'énergie vont augmenter de près de 9%. Leur parole n'a plus aucune valeur, plus aucun sens. Ils disent des choses qui sont démenties quelques mois plus tard. On nous dit il y a de l'emploi. S'il y a des gens qui sont au chômage, qu'ils se mettent à traverser la rue. Et pourtant, j'ai été frappé par une étude faite récemment par le syndicat CGT qui nous dit que 61% des offres d'emploi aujourd'hui sont illégales, mal rédigées. Je l'ai dit tout à l'heure, augmentation, il y a ce mot terrible, on dit la baisse du pouvoir d'achat. Moi, je préfère appeler ça, non pas le pouvoir d'achat, il peut avoir autre chose à faire, une autre volonté dans la vie que d'acheter, mais tout simplement les plus grandes difficultés de pouvoir vivre. Le mal logement, oui, le mal logement. Merci à la ville de Montreuil d'avoir ouvert des gymnases et créé les conditions dans ce moment terrible. Le président de la République, Emmanuel Macron, avait promis en 2017 qu'il n'y aurait, disait-il en 2017, plus personne qui dormirait à la rue. Il y a aujourd'hui près de 300 000 personnes qui dorment à la rue, 4,1 millions de gens qui sont dans des logements, des passoires énergétiques, et 4 personnes, récemment, ont perdu la vie, parce que le froid terrible s'est abattu sur la France. 4 personnes, dans la 7e puissance mondiale. Voilà ce qui désarme, c'est l'affaiblissement de la puissance publique. C'est des politiques imposées, je le dirai tout à l'heure, qui font que nos services publics, malgré toute la bonne volonté de ceux qui le font vivre,
Et je sais que dans la salle, vous êtes nombreux, des fonctionnaires, personnel hospitalier, personnel qui permettent de faire vivre cette réalité concrète qu'est le service public, y compris la police nationale qui a des représentants qui sont là, qui bien souvent travaillent dans des conditions difficiles. Je salue nos amis de la protection civile qui permettent que tout ça soit des réalités. Et pour autant, moins de moyens, traitement de plus en plus difficile pour ceux qui font vivre ça. Il en est un qui me semble être le socle de la République, qui me semble être celui qui permet, quelles que soient les conditions sociales de la famille dans laquelle vous êtes né, celui qui permet véritablement que nos enfants, quelle que soit la couleur de leur peau, quelle que soit l'origine sociale, la famille sociale dans laquelle ils vivent, qu'ils puissent se connaître, se rencontrer, s'aimer, apprendre ensemble, vous l'avez reconnu, c'est l'école. Il n'y a pas de république. Il n'y a pas de république si l'école publique est en danger. Et pourtant, parmi tous les méfaits qui s'abattent actuellement sur les services publics, j'affirme de cette tribune que l'école publique, l'enseignement professionnel est en danger. Le gouvernement actuel, contrairement au baratin qu'il vous sert, veut affaiblir encore plus l'enseignement professionnel. Ils ont pour ambition de supprimer encore 4 semaines de cours supplémentaires pour les élèves. Puis Jean-Michel Blanquer a supprimé 35% des cours pour les élèves de l'enseignement professionnel il y a peu de temps. J'affirme ici que tout cela participe à l'affaiblissement de la formation de cette jeunesse dont cette jeunesse a particulièrement besoin. L'enseignement professionnel n'est pas un à côté de notre système d'éducation nationale. C'est un tiers, un jeune sur 3 d'une classe d'âge qui est dans l'enseignement professionnel. 630 000 jeunes. Ce sont les enfants des milieux populaires, les enfants de la classe ouvrière, qui doivent passer des diplômes de qualité, des bacs, des brevets de techniciens supérieurs. Ils en ont besoin. Ils ont besoin d'une formation pas seulement pointue sur uniquement leur métier, mais une formation généraliste qui leur permet d'être des citoyens et des salariés, comprenant tout ce qui leur est demandé. J'affirme même ici qu'une bonne partie du patronat a besoin de salariés qualifiés, qui savent parler des langues étrangères, qui savent lire une notice, qui savent utiliser les technologies de plus en plus complexes qu'exigent les métiers. C'est donc une vision de courte vue, d'un patronat borné, si tant est qu'il existe, d'un patronat qui n'en a rien à fiche de l'émancipation et de l'élévation de ceux qui travaillent et produisent des richesses pour lui, que de faire croire que c'est en déqualifiant toujours plus une partie de la jeunesse qu'on va obtenir quoi que ce soit. Donc je demande aux côtés de l'ensemble des organisations syndicales et des lycées professionnels l'abandon immédiat de cette réforme. J'arrête là sur l'enseignement professionnel. Mais il y a une autre chose. Et d'un certain point de vue, alors je fais vite et j'oublie, évidemment, récemment, vous êtes au courant, il y a eu un remaniement. Alors qu'il y a un profond attente de changement, la seule chose que le président de la République a trouvé, c'est celui qui lui ressemblait le plus, dans le style, dans l'âge, dans la forme, etc. Mais on nous a expliqué que Gabriel Attal, en particulier, avait brillé dans l'école et que l'ensemble du milieu scolaire était admiratif de ce qu'il avait fait en quelques mois. C'est absolument faux. Mais ce qu'il y a de formidable, c'est là les astuces de la vie, c'est qu'en l'espace de quelques heures, celle qui l'a nommée pour la remplacer a fait exploser un débat qui est absolument fondamental et qui nous va avoir. Mais la nouvelle ministre a voulu aller plus loin, parce qu'elle veut parler vrai, et vous l'avez suivi. Si elle a fait le choix du privé, et je fais parenthèse, pardon, pas le privé, collège, l'établissement Stanislas, c'est qu'elle en avait marre avec son mari du paquet d'heures perdues, etc., etc., vous avez suivi. En quelque sorte, c'est une victime de l'école publique, cette fois-ci je ne me trompe pas, c'est la faute à tous ces enseignants, vous savez, ces gens perpétuellement en grève. Le Premier ministre Gabriel Attal avait nommé à l'occasion d'une grève enseignante, je m'en souviendrai toute ma vie, il avait dit qu'il en avait assez de la gréviculture. Gréviculture, c'est comme ça qu'il parle de lorsque des salariés perdent une journée de salaire pour exiger la défense des services publics. Cet homme, je ne veux pas l'attaquer sur sa condition sociale, mais tout de même, je pense qu'il n'a jamais fait une seule heure de grève ou une seule journée de grève dans sa vie, et il n'a jamais vu sa feuille de paye se faire supprimer de quelques journées de salaire pour exiger la défense des conditions d'études, notamment des enfants. Eh bien, à travers le débat posé par Madame Oudéa Castéra, je trouve que c'est un débat qui doit être mené jusqu'au bout. C'est un débat fondamental. Fondamental. Je dis, il n'y aura pas de république si on laisse se désagréger l'école publique. Si séparatisme il y a dans ce pays, il y en a un véritablement qui existe. C'est le séparatisme scolaire.
C'est le fait que progressivement, les gens les plus fortunés, les plus aisés, ne veulent plus que leurs enfants se mélangent avec les enfants des classes moyennes et des milieux populaires. Certes, ce phénomène a toujours existé, mais il fut autant quand même où le choix de l'école privée était d'abord et avant tout le reflet de convictions spirituelles dans certaines familles, où traditionnellement on mettait les enfants à la catho, c'était comme ça. Mais c'est plus ça qui guide les choix aujourd'hui, c'est véritablement la volonté de la part de ceux qui en ont les moyens de mettre leurs enfants dans des établissements les plus aisés, afin qu'ils fréquentent dans ce qui constitue une forme de résocratie des jeunes gens et des jeunes filles de mêmes conditions sociales, afin qu'ils ne soient pas en quelque sorte gênés par les aléas et les mauvaises manières des enfants des milieux populaires. Nous avons là un problème de fond. Non seulement nous avons là un problème de fond parce que progressivement se disloque la promesse de l'école républicaine, mais le paradoxe de tout, chers amis, cette sécession, ce séparatisme n'est pas seulement le choix des puissants. Après tout, ils pourraient le faire. Je suis pour garder la liberté de choix de son école. Mais c'est financé sur fonds publics et de plus en plus financé sur fonds publics. On en est là en particulier dans un moment où, en même temps qu'il y a ce mouvement qui a lieu dans notre département, en raison des absences non remplacées des enseignants. Je fais une parenthèse aussi. Les enseignants ne sont pas plus absents que quelconque salarié. Ils sont même, vous savez quoi, moins absents dans le public que dans le privé. 2,9% des enseignants du public sont absents sur une année, 3,6% des enseignants du privé. Par contre, il est vrai qu'ils ne sont pas remplacés. Le taux de non-remplacement a pratiquement doublé depuis 2017. Et en Seine-Saint-Denis, durant toute sa scolarité, un enfant verra quasiment une année entière supprimée en raison de professeurs absents non remplacés. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Concrètement, puisque M. Attal, je l'avais fréquenté quand il était ministre de l'Éducation nationale, par exemple, avait fait de la cause contre le harcèlement scolaire, noble cause, une priorité. Peut-on lutter contre le harcèlement scolaire quand on a quasiment, pour ce qui est de la circonscription, les 3/4 des établissements n'ont plus d'infirmières scolaires, plus d'assistantes sociales, plus de médecins scolaires. Aujourd'hui, il y a en Seine-Saint-Denis un médecin scolaire pour 21 000 élèves. Nationalement, c'est 1 pour 17 000. Et les normes, normalement, ça devrait être un médecin scolaire pour 5 000 élèves. Voilà, je pourrais continuer à développer les choses de telle façon. La précarité qui s'installe, en particulier dans la Seine-Saint-Denis, où près de 15 à 20% des enseignants sont des enseignants précaires, etc., etc. Donc, il faut défendre l'école publique. Il faut mener ce débat jusqu'au bout. Il faut reconquérir les cœurs sur la grandeur et la beauté de l'école publique. Dans les années 80, un enseignant commençait sa carrière à l'équivalent de 2,3 fois le SMIC. Aujourd'hui, les enseignants commencent leur carrière à 1,2 fois le SMIC. Ça a quasiment baissé de moitié. La précarisation, la déqualification. On s'étonne aujourd'hui que des milliers de postes sont non pourvus. Si l'on ramenait aux normes équivalentes de ce que c'était il y a 20 ans, il faut immédiatement recruter 700 postes d'enseignants en Seine-Saint-Denis. Mais défendre l'école publique, faire de la grande cause, si nous revenons en responsabilité, eh bien je crois qu'il faudra en faire une priorité, de faire que toutes les familles de France, quel que soit leur choix, retrouvent confiance dans l'école publique, sachent que nous mettons fin à ce séparatisme scolaire, y compris qui existe de manière pernicieuse au sein de l'école publique, car on sait très bien qu'entre un collège parisien et un collège de Seine-Saint-Denis, c'est pas les mêmes conditions. Mais il faut prendre cette bataille à bras-le-corps, car si nous laissons se disloquer totalement l'idée que dès le plus jeune âge, nos enfants ne vont plus dans les mêmes écoles, eh bien il n'y a plus de République. Écoutez, monsieur Attal, vous avez soi-disant fait le SNU, Service National Universel, un gadget totalement inutile et fort coûteux, avec l'idée, prétendument, ceux qui l'ont vécu savent que c'était du baratin, qu'au service militaire, les classes sociales se mélangeaient et qu'il faudrait recréer un outil pareil. Mais pendant que vous nous amusez avec vos histoires débiles de jeunes gens en t-shirt et survêtements, la vérité, c'est que là où vous laissez de moins en moins le brassage social, c'est au sein de l'école. Donc je le dis, c'est une cause, une urgence. Autre sujet. Dans notre département, la Seine-Saint-Denis, prochainement, nous allons accueillir les Jeux Olympiques. Je ne veux pas être rabat-joie, que la fête soit belle, qu'elle soit grande. Mais ne pas oublier, premièrement, que nous restons un département notoirement sous-équipé en équipement sportif par rapport à d'autres départements français. Et qu'il serait paradoxal que le monde entier voit notre département en se disant que c'est là où les Jeux s'accueillent et qu'en réalité, nos enfants, notamment le plus faible taux de ceux qui savent nager, et que nous soyons particulièrement sous-équipés, là aussi nous exigeons de la part de l'État que des moyens s'animent. J'ai mené un combat, une chose toute simple, un détail. Il y aura 40 000 bénévoles qui seront sollicités pour participer à ces Jeux. C'est souvent des jeunes de la Seine-Saint-Denis qui ont envie d'être là, de participer à la fête. Ils vont travailler 7 jours sur 7,
plus de 8 heures par jour, sans être indemnisés, sans que le transport leur soit payé. J'exige qu'ils soient rémunérés au moins à hauteur du SMIC. Vous savez quoi, par rapport au budget des Jeux Olympiques, si on les rémunère au SMIC, c'est seulement 0,6% du budget des JO qui permettra de rémunérer au SMIC ces 40 000 bénévoles. Oui, le bénévolat, c'est grand. Yvette, Catherine sont des démonstrations vivantes. Mais tout de même, on parle de quelque chose qui est un budget de près de 10 milliards. 10 milliards au moins, les grands groupes. Oui, je ne sais trop, je ne vais pas tous les citer, ces grandes marques sportives ne travaillent pas par bénévolat. Et je pense que nous pouvons évidemment les rémunérer. Nous avons à comprendre tout cela, il me semble-t-il, à en tirer quelques conclusions politiques. D'abord, pour ce qui est, j'ai évoqué tout à l'heure, la NUPES, la nouvelle Union populaire, écologique et sociale, créer les conditions que sa promesse, ce rassemblement, continue d'exister et s'élargisse. Je suis un partisan de l'union. Je regrette, puisque vous êtes venus à mes vœux, vous y aurez droit, je regrette qu'à l'occasion des élections européennes, toutes ces forces ne se rassemblent pas, et même plus largement. Je ne sais pas s'ils sont dans la salle, j'ai vu quelques visages. Ici à Montreuil, à l'occasion des élections législatives, j'ai même eu l'honneur d'être le candidat du NPA au PS, c'est dire. Eh bien, je souhaite que ce spectre politique large, qui a su se rassembler sur un programme radical, j'ai pas dit un mot d'écologie, mais vous aurez bien compris que la crise écologique est un des éléments de la période, avec 2,1 degrés supplémentaires et l'explosion des promesses de la conférence qui avait eu lieu à Paris. Nous avons besoin de nous rassembler. Ça n'est pas la condition unique, car nous avons besoin de convaincre. Nous avons besoin de convaincre des gens qui ne croient plus au système démocratique. Parce que parmi tous les désarmements qu'a porté Emmanuel Macron, il y a le désarmement démocratique. Si l'antisocial est possible, si l'anti-écologique est possible, il est possible grâce à l'anti-démocratique. L'utilisation du 49.3, abusive, pour imposer des budgets qui ne prennent pas en compte le réarmement de nos services publics, est liée à ce que j'ai décrit tout à l'heure. Et nous pourrons changer les choses dans le cadre de ces institutions, disons-le clairement, pour redonner la souveraineté populaire, c'est-à-dire que le fait que ce soit la volonté générale qui s'impose, le fait que nos concitoyens aient des possibilités de contrôle sur les élus, des possibilités d'intervention, des possibilités de ne pas subir les ruses idéologiques qu'on veut lui imposer, éventuellement de porter des thèmes qu'il souhaite. Il faut que des outils nouveaux démocratiques soient mis en place. Mais d'abord, je crois que nous ne devons pas céder à la menace, au poison, au danger du discours des gauches dites irréconciliables. Je serai particulièrement vigilant à l'occasion de cette campagne, pour éviter que ce soit le cas. Il va peut-être y avoir des passions électorales, des mots qui vont être dits. Mais si ce qui l'emporte, c'est un spectacle de division absurde, de rivalité picrocolline et peu compréhensible, alors que l'extrême droite est annoncée à 25 ou 30%, alors nous ne sommes pas à la hauteur du moment politique. Je lance un appel à tous les camarades, car je sais que dans cette salle, il y a des militants et des responsables politiques. Parce que premièrement, peut-être, l'opportunité de l'union ne soit pas complètement abandonnée, et quand même il y a une confrontation, une rivalité électorale, qu'elle ne termine pas dans une espèce d'affaiblissement et de démoralisation générale. C'est pas simple, c'est pas simple. Mais ne jetons pas par-dessus bord des choses que nous avons tout de même constituées. Il existe un programme, je l'ai dit, celui de la NUPES, 650 points, il y a bien là-dedans quelques points qui peuvent continuer à nous rassembler. En particulier à l'occasion de l'élection où se joue le pouvoir en France, l'élection présidentielle. Je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a dans ce pays une profonde passion de justice et d'égalité. Il y a profondément une conception civique de la nation qui fait que nous ne voulons pas sombrer dans autre chose qui amènerait à considérer son voisin comme étant un adversaire plutôt qu'un frère en humanité et un citoyen à égalité de droits. L'affaire n'est pas perdue. Mais j'ai connu une époque où l'extrême droite, pour essayer de revenir un peu dans le jeu, fabriquait une contre-culture. J'ai peur qu'il ne soit plus aujourd'hui dans une contre-culture, mais quasiment dans une culture majoritaire. Nous avons, nous, à fabriquer une contre-culture idéologique. Je pense que la contre-culture, c'est à la fois le discours politique de ceux qui ont la chance, l'honneur d'avoir des responsabilités politiques, mais c'est aussi le quotidien des associations, de tous ceux qui font vivre cette générosité et qui montrent que nous n'acceptons pas cet individualisme que certains veulent nous imposer. Nous rassembler sur des objectifs clairs, compréhensibles, éviter les erreurs, ne pas sombrer dans les torrents de haine parfois qui nous sombrent dessus, qui nous tombent dessus, qui peuvent nous amener à avoir des paroles qui ne servent à rien et qui elles-mêmes divisent.
Tirons-en la leçon. Il y a quelques jours, Emmanuel Macron, je cesse de l'accabler, mais tout de même a eu des mots qui montrent bien sa stratégie. Il pense, je préfère penser que c'est une stratégie, qu'il veut lutter contre l'extrême droite en quelque sorte en reprenant le discours de l'extrême droite, et je pense que ça peut marcher vis-à-vis des électeurs du RN et dire « votez pas pour Madame Le Pen », je pense un peu la même chose. La France restera toujours la France. Quelle absurdité de penser qu'elle deviendrait quoi d'autre. Par contre, il est possible que notre République ne reste pas une République. Ça, c'est possible. La longue histoire de notre pays n'a pas toujours été sous cette forme républicaine. Et comme je l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs, il ne suffit pas d'utiliser le mot de République pour être vraiment républicain. Je vais même plus précis. Je ne souhaite pas que la France reste une République, je souhaite que notre pays devienne vraiment une République sociale. Je pense qu'on est dans des choses simples. Ce qui est majoritaire dans notre pays, ceux qui travaillent, la jeunesse, les plus âgés, les plus anciens, qui ont si durement travaillé pour pouvoir bénéficier d'une retraite concrète, en disant des choses simples aussi, oh, dans la circonscription ça a peu de valeur, mais en solidarité avec les agriculteurs actuellement mobilisés. Ils ne se laissent pas abuser parfois par des organisations prétendument syndicales, mais plutôt patronales, qui tant de fois les ont trahis. Nous sommes aux côtés de nos paysans, nous sommes aux côtés de nos salariés. La cause des agriculteurs est juste. Ils sont dans une situation difficile, comme beaucoup d'autres causes. Voilà, chers amis, si vous êtes venus ici, c'est parce que vous répondez à l'appel d'être des ambassadeurs de la paix, d'être du côté de ceux qui veulent que ce pays ne bascule pas dans les mains de l'extrême droite, et de ceux qui veulent construire, pour notre jeunesse, pour nous-mêmes, une république vivante, fraternelle, solidaire, écologique et démocratique. Je vous remercie.